Du coup, c'est la première table ronde de cette université d'été. Donc l'idée, c'est déjà dans un premier temps de faire un petit récap de ce qui a été un peu vu ce matin et aussi de voir avec qui on va échanger aujourd'hui. On a vu Philippe ce matin. Il y a Coriandre qui est dans ce téléphone. Coucou Coriandre. Et, Bonjour. et du coup, Javel, avec qui on n'a pas encore dialogué, qui fait partie du collectif ATR. Je sais pas si tu as envie de te présenter un peu plus ou. Ouais, tout de suite là. Vas-y. Ok. Du coup, moi je parle au nom du collectif qui s'appelle Antitech Résistance. Donc c'est un mouvement révolutionnaire qui prône le démantèlement du système industriel à l'échelle mondiale. Le système industriel, on entend ça comme toutes les industries et les technologies qui proviennent de la première révolution industrielle. Et on se distingue principalement des autres mouvements par une approche à la fois technocritique, dans le sens où on ne va pas croire en la neutralité de la technique. Donc ça, c'est notre aspect plus théorique, et en pratique, ça va être notre approche stratégique, où en fait, on s'est vraiment questionné sur, là, on est un peu on n'a jamais été si nul en termes de protection, entre guillemets, de l'environnement, ou de sauvegarde des conditions de vie sur Terre. La situation elle est un peu catastrophique, et pourtant ça fait des dizaines d'années qu'on milite pour l'écologie. Donc un peu se questionner sur nos techniques et voir ce qu'on peut changer. Donc l'idée, donc la problématique assez principale de cette table ronde, c'est globalement en fait d'explorer un peu les moyens de se réapproprier la maîtrise, les connaissances et le pouvoir politique sur l'aménagement des territoires locaux. Et donc ça vient dialoguer avec les conférences de ce matin où on a pu avoir Coriandre qui a donné déjà pas mal d'outils possibles et de ressources pour réussir à constituer un argumentaire solide et basé sur des faits assez concrets et scientifiques pour pouvoir défendre des territoires. Et Philippe, dans sa conférence, en fait, on a pu déjà pas mal constater nos méconnaissances sur beaucoup de choses, à quel point notre vision est très étriquée en fait sur ce qui nous entoure et où c'est quand même assez difficile de pouvoir protéger quelque chose qu'on ne connaît pas vraiment ou en tout cas qu'on ne sait pas bien observer. À partir de toutes ces discussions qui ont été amorcées ce matin, de pouvoir aller explorer un peu cette problématique. Et du coup, il y aura une première partie sur laquelle on va commencer, qui en fait aborde la perte de connaissances et de maîtrise locale. Et donc la première question que j'aurais à vous poser, et donc je m'adresse à Javel, Philippe et Corian, mais également s'il y a des personnes du public qui souhaitent intervenir, poser des questions ou juste ajouter à ce qui est dit, surtout n'hésitez pas. Il n'y a pas de il n'y a pas du tout de mauvaise intervention, de mauvaises réponses ou quoi que ce soit. Donc vraiment, on encourage ça le plus possible dans tous les moments, que ce soit conférence ou table ronde. Et du coup, pour la première question que j'aimerais amener ici, ce serait donc comment l'industrialisation a-t-elle contribué en fait à la perte des savoirs locaux. Voilà, donc entre Javel, Corian et Philippe, s'il y a quelqu'un qui se sent déjà d'amorcer par cette question, en sachant que si vous voulez déjà ouvrir un peu plus que ce que la question amène, n'hésitez surtout pas. Voilà. Je sais pas comment on décide. Sur un pile ou face. Pierre, feuille, ciseaux. Je sais pas si Corian devait y aller. Ou... As-tu une préférence, Coriandre, pour qui commence? Je vois pas pourquoi est-ce que je devrais donner mon avis là-dessus. Parce qu'on te voit pas. Ah, Ok. bah, Sinon, je en fait, désigne. j'ai pas rencontré l'assemblée. Je sais pas qui est en face de moi, donc je laisse la main et Ça marche, très bien. bien chaud. Et ben, il y a Javel qui se propose, donc on va commencer par toi. Alors, je suis pas du tout historienne, j'ai pas fait d'études d'histoire. Du coup, c'est pour ça que je vais pas non plus raconter la grande histoire de l'industrialisation. C'est plus en ressortir quelques points assez intéressants.
déjà, c'est que ça s'est fait un peu... Enfin, moi, ce qui me choque, c'est surtout que ça s'est fait à marche forcée. En fait, aujourd'hui, on nous vend toujours l'industrialisation comme le progrès dont tous les humains ont toujours rêvé. Et, euh, et dans l'histoire, bah, ça a été plutôt des processus assez dramatiques pour les populations. Dans le sens où, par exemple, on va dire, en Europe, ça va être vraiment, notamment avec le développement de la... Enfin, avec la première révolution industrielle, les avancées techniques, où il va y avoir un développement des techniques, des technologies, des usines. Il va y avoir l'exode rural des populations dans les villes, du coup, qui vont se faire embaucher dans les usines, tout en même temps que les artisans, ils ne peuvent pas rivaliser avec une production industrielle en termes de coûts de production. Et du coup, eux aussi, ils vont se retrouver au chômage et ils vont finir dans des usines et s'entasser dans des bidonvilles urbains. Mais du coup, ça me semble assez important de voir un peu cette dynamique qui s'est vraiment imposée par le haut et pas juste les gens qui se sont dit trop cool, on va commencer à faire une machine à vapeur. Et à titre d'exemple, par exemple, c'est l'arrivée de la voiture aux États-Unis. C'est une histoire dont on entend régulièrement parler que en fait, la voiture, elle a été vraiment imposée par les industries et les entreprises qui bénéficiaient de l'industrie de l'automobile ou de l'industrie du pétrole. Et c'est l'histoire comme quoi c'était un industriel, dont je ne me rappelle pas le nom, qui justement gérait une entreprise de pétrole, de voitures, et qui a commencé à racheter les compagnies de tramway aux États-Unis pour en fait les faire couler, pour que les gens n'aient plus ces moyens de transport qui étaient totalement adaptés à la ville et à leur situation, pour qu'ils se retrouvent obligés à utiliser des bus, des voitures. Et cet usage des voitures, il a rencontré beaucoup de contradictions au début, en fait, au sens où la population, au début, elle n'était pas pour, parce que ça pue, ça fait du bruit, c'est dangereux, ça tue des gens. Il y avait 130 enfants morts par ville par année, donc il y avait quand même ça fait pas mal de remous, et finalement, c'est une technologie, au travers de l'industrialisation, qui s'est imposée à la population. Et donc voilà, et c'est cette perte de... oui, c'est vrai que c'était sur les savoirs locaux. Et du coup, c'est cette industrialisation qui a complètement dépossédé les habitants des territoires, dans le sens où c'est toujours le phénomène de extraction, dépossession des savoirs, un peu, et après qui sont concentrés au niveau d'une élite, d'ingénieurs, de dirigeants, qu'on va appeler plutôt la technocratie. Ça, je pense en reparler ensuite. Mais du coup, au travers de cette confiscation des savoir-faire et la mise en boîte, on va dire, dans des usines, parce que seules les usines ont les processus industriels de production, voilà, ça possède les artisans qui n'ont plus les moyens de faire comme avant. Si je peux compléter cet exemple, j'ai envie de parler moi de l'invention de la draisienne du coup. C'est le premier vélo. C'est aussi apparu à cette période de l'industrialisation où en fait on était en pleine famine et du coup les chevaux pouvaient plus tirer quoi que ce soit. On avait des grosses problématiques aussi à ce niveau-là du déplacement. Et du coup ça a été inventé. Donc, est-ce que toutes les problématiques actuelles remontent à là ou remontent à il y a bien plus longtemps? La sédentarisation simplement de l'être humain a largement modifié les écosystèmes. On a eu du coup forcément des pertes aussi à ce niveau-là. On n'a plus la capacité d'avoir la même sensibilité au contact du vivant parce qu'on l'a maîtrisé. Et du coup, on a cette perte. Si on part dans les savoir-faire, ça va jusqu'où en fait? Le savoir-faire, est-ce que de savoir quel fruit est comestible ou pas sans avoir été à l'école, c'est pas aussi un savoir-faire, quoi. Ok. Est-ce que tu souhaitais ajouter quelque chose, Coriandre, sur cette question, autre de rebondir sur ce qu'a pu amener Javel? Je me dis aussi quand on pense à chaque fois sédentarisation, là j'ai parlé des choses négatives, peut-être, de mon point de vue, en tout cas, cette perte de sensibilité animale est vraiment un moins dans notre quotidien. Mais quand on s'est sédentarisé, il y a aussi des espèces qui ont pu en profiter.
pense aux espèces qu'on appelle mosaïques, nous, en écologie scientifique. C'est des espèces qui vont profiter justement des activités humaines, qui vont pouvoir profiter de le caractère temporaire en fait des habitats. Je pense aux mares temporaires, je pense à des arbres qui sont taillés. Justement, si on revient sur les arbres pour faire un pont, peut-être notre collègue. Et, et tout ça, ce sont des aspects vraiment très importants aussi qui ont été favorisés avec la sédentarité. Euh, voilà, on a des amphibiens, des grenouilles, des libellules, des demoiselles qui ont vraiment pu se développer avec cette diversité d'habitats que nous avons créés avant justement l'industrialisation. Il n'y aura pas. Merci Coriandre. Est-ce que Philippe, tu souhaites ajouter par rapport à J'étais en train de réfléchir toujours sur la question. C'est clair que l'industrialisation ou ce qu'on nous a vendu, ça marche parce qu'on nous vend de la facilité par rapport à des choses qui sont plus difficiles des fois à faire ou à aborder. Le vrai problème, c'est que dès qu'on a industrialisé quelque chose et qu'on a sous-traité à quelqu'un d'autre l'objet dont on a besoin ou l'outil dont on a besoin, on en Mais perd. j'entends plus rien. Ah, attends. On en perd en même temps le sens et des fois les sens premiers ou le pourquoi de pourquoi on fait les choses. Bah, du coup, T'entends pas? Bah, non. Moi, tu m'entends? Oui. C'est une voix trop grave. On entend moins. Cool. T'es tombé. Ça se voit pas, mais t'es tombé. Ok, est-ce que là t'entends mieux Philippe? Oui. Oui, j'espère. Non, ce qui est difficile, c'est qu'à chaque fois qu'on croit gagner du temps ou un service, en même temps, on perd une partie de comment savoir faire les choses. Et la vraie question, c'est est-ce qu'on a les moyens de récupérer ces savoirs? Moi, je pense qu'en campagne, il y a encore beaucoup de gens qui savent faire des choses qu'il faut savoir prendre le temps d'aller voir. Il y a encore beaucoup de forestiers qui savent travailler, il y a encore beaucoup de gens qui savent utiliser les choses, mais c'est pas un processus facile parce que il faut se donner le temps de le faire et on n'a pas forcément le temps de tout faire. Du coup, ça nous ouvre forcément vers une orientation de sobriété. C'est un peu les principes fondateurs du malrestance. C'est chouette d'y retourner. J'ai pas entendu un bout de ta phrase, tu as dit ça nous amène Bah, à une orientation? Vers la sobriété, donc c'est un peu les principes fondateurs du malrestance. Est-ce que vous voulez en parler aussi, vous pourquoi est-ce que vous avez choisi cette question? Bah là, ce qui est super intéressant, c'est que dans les différentes interventions qui ont lieu là, on parle dans un certain sens, on nous a vendu quelque chose de plus facile, mais au final, ça a complexifié ce qui nous a entourés et qui du coup nous a dépossédé un peu de ces savoirs-là. Et en même temps que c'est pas que lié forcément à une période, mais que ça a été quelque chose qui s'est construit graduellement et probablement, comme tu le mentionnais tout à l'heure, Coriandre, quelque part, il y a déjà eu pas mal d'évolutions avant même l'industrialisation. Après, il y a sûrement eu une prise de vitesse à ce moment charnière de l'industrialisation. Et c'est sûr que, en tout cas, au niveau du Mal-Ouestan, c'est beaucoup ça qu'on explore, sur lequel on réfléchit, de pourquoi on a extrait peu à peu des choses de notre quotidien qui au final nous dépossédaient de pas mal de savoir-faire, et on est très très loin d'avoir encore tout exploré, mais où on se rend compte que en enlevant des choses qui sont identifiées comme objets de facilitation de notre quotidien, en fait on a repris la main sur certaines choses, sur notre temps, sur des sensations, des
des compétences qui enrichissent, en tout cas à notre sens, enrichissent vraiment notre rapport à ce qui nous entoure. Donc en tout cas, c'est assez intéressant comment ces trois interventions peuvent dialoguer. Et effectivement, nous, c'est vraiment dans cette optique-là qu'on souhaite lancer des réflexions collectives avec différentes visions aussi. Et voilà, voir sur quoi ça peut amener après pour la suite des recherches, quoi. Si vous voulez, on peut aborder la seconde question qu'on avait, qui fait vraiment suite à la précédente, qui est qu'en fait, en quoi cette perte de connaissances a affaibli la capacité des communautés locales à gérer justement les territoires locaux. Si une personne souhaite commencer, Philippe, si tu... Ah, j'entends plus rien. Comment, Corinne ? J'entendais plus rien sur la fin. Mais... Ah mince, est-ce que tu as entendu toute la question ? Je vais pas te la faire répéter au pire. Mais... ça m'embête pas, hein. Okay. Oui, c'est peut-être mieux. Donc, l'idée, c'est de questionner en quoi cette perte de connaissances a affaibli la capacité des communautés locales à gérer les territoires locaux, en gros leur environnement de manière autonome. Pour parler de la forêt, quand je pense à la forêt, c'est effectivement quand les gens perdent la connaissance et qu'ils sous-traitent à d'autres l'exploitation de la forêt, via une industrialisation, on se retrouve souvent sur des dérives et avec des gens qui sont assez perdus par rapport à ça. En France, il y a plusieurs mouvements qui sont intéressants de gens qui se rachètent des forêts, qui se remontent en association ou en groupement, comme dans le Morvan, comme au-dessus de Limoges, etc., pour racheter des territoires et remettre des exploitations de forêt plus douces et plus respectueuses de l'environnement. Ça demande en même temps, comme ce que vous faites ici, en fait, une réappropriation des savoirs, de la compréhension de comment fonctionnent les choses. Moi, ce que j'aime dans votre démarche, c'est ce côté... Il y a le côté peut-être de formation qui est important, mais plus que le côté de formation, c'est que ça sert à rien de rechercher des savoir-faire qui seraient que du passé, en fait. Parce que le mode de vie que vous allez avoir à inventer, c'est pas le 19e siècle, même s'il y a des choses à apprendre sur ce que faisaient les gens avant, vous avez sûrement quelque chose à inventer qui va être complètement nouveau, en fait. Parce que les changements climatiques vont nous amener à des situations nouvelles. Et deux, parce que les modes de vie que vous avez décidé d'avoir entre vous, ils risquent d'être très différents des modes de domination, par exemple, qu'il y avait au 19e siècle, en fait. Revenir à la paysannerie du 19e siècle, si c'est pour avoir d'un côté des riches et de l'autre côté des gens qui sont esclaves, moi, ça me fait pas envie, en fait. Ça marche pas bien. Donc, à la fois, il y a des savoir-faire sûrement à récupérer. Il y a plein d'endroits où on peut récupérer des savoir-faire. Il y a encore plein d'anciens qui savent des choses et qu'il faudrait aller voir. Mais il y a en même temps, à partir d'un certain nombre de savoir-faire, une compréhension et une invention d'un monde nouveau à faire, en fait. Et ça, c'est pas dans le passé que vous le trouverez, en fait. Et je suis tout à fait d'accord avec toi, Philippe, c'est génial parce que Merci. je trouve que effectivement on a beaucoup à apprendre de l'extérieur et c'est peut-être le seul bienfait qu'on peut trouver à la mondialisation à ce moment-là, c'est que ça nous met au contact aussi de cultures qui sont sous d'autres climats, qui vont pouvoir aussi nous faire regarder les choses autrement dans des conditions climatiques qui se rapprocheront potentiellement des nôtres. Il y a énormément de choses qui peuvent, par exemple, s'inspirer des déserts et de comment planter dans les déserts, sachant qu'on a effectivement occasionné une grande érosion de nos sols.
Donc, je pense qu'on a beaucoup à apprendre de toutes ces communautés à travers le monde. Et je suis désolée, hein, je vais devoir faire juste une petite pub si vous voulez. J'ai un podcast sur une radio associative où j'essaye de parler à des personnes qui peuvent un peu m'initier à d'autres façons de cultiver le sol à travers le monde. Et du coup, c'est la chronique dure de la feuille, c'est écrit des champs et chaque pays est un épisode. Donc voilà, c'était le petit aparté promo, il n'y en aura absolument pas d'autres. Merci. Et puis l'autre chose, ce dont on parlait tout à l'heure, c'est les groupements forestiers écologiques citoyens. Et pour avoir un peu de détails, vous pouvez aller sur leur site internet, mais surtout, il faut savoir que vous pouvez faire partie de ce groupement avec juste un don de 100 euros. C'est-à-dire que en fait, c'est vraiment un achat à plusieurs de parcelles forestières. Voilà, c'est tout pour moi. Merci. Est-ce que Javel, tu veux prendre la main? Ouais. Alors sur la perte de connaissances, je trouve qu'on peut même aller plus loin aussi, c'est que cette connaissance, elle a vraiment été confisquée en fait. C'est pas juste des populations qui les ont perdues. Enfin, ça a commencé déjà aussi avec l'avènement des Lumières et justement de toute la caste scientifique, les vrais ingénieurs qui détenaient le savoir. Et ça s'est traduit, enfin aujourd'hui, on le vit surtout cette confiscation des connaissances à travers l'échelle des infrastructures, dans le sens où même si aujourd'hui on peut se dire, bah tiens, je vais apprendre à faire de l'énergie ou je sais pas, à produire mon pain, et ben on se retrouve face à des infrastructures qui sont d'une telle échelle, que ce soit produire de l'énergie, bon, on va dire une centrale nucléaire, ou produire du pain, juste une usine d'agroalimentaire, qu'en tant qu'individu ou même en tant que petite communauté, on n'est plus du tout capable de se réapproprier du fait de l'évolution de ces infrastructures-là. Et ces infrastructures-là, maintenant, elles sont aux mains de cette classe dont je parlais tout à l'heure, c'est la technocratie. Et en fait, c'est un peu l'aristocratie de la science où ce sont les seuls légitimes à pouvoir dire ce qu'on peut faire ou pas. Ça va toujours être ceux qui vont être consultés par les politiciens comme étant le chemin technique à suivre dans la société. Et ça se distingue en fait aujourd'hui. On a souvent envie de cracher un peu sur la bourgeoisie, les gens qui possèdent la richesse, et on méconnaît énormément cette classe de la technocratie en fait, qui est plutôt une classe basée sur la compétence et le savoir, et qui fait tourner aujourd'hui le monde tel qu'il est, quoi. Est-ce qu'il y a des personnes dans le public qui ont aussi des interventions, des questions? N'hésitez surtout pas à vous manifester, même à tout moment. Il n'y a pas besoin d'attendre les fins de tour. Ouais. Alors, du coup, il y a des personnes du public qui lèvent la main, donc je vais répéter la question pour bien que tu entendes. Ouais, on s'approche du micro. Ou sinon, les personnes vont s'approcher du micro pour bien t'entendre. Attention. Merde, merci. Pardon. Je pense que l'histoire se répète pas trop et que demain sera fait de nouvelles ères qu'on connaît pas encore, avec des techniques nouvelles. Techniques nouvelles qui ne veulent pas forcément dire innovation artificielle. Et ça, c'est très important comme nuance, parce qu'on peut avoir des nouvelles façons de fonctionner avec le vivant, qui ne sont pas des organisations autour du béton, de l'électricité, des communications à longue distance. Et le point névralgique que j'aimerais souligner là-dedans, c'est que dans toute innovation artificielle, il y a des externalités, à savoir des conséquences nuisibles qui n'ont pas été prévues lors de l'innovation technique, des nuisances qui se manifestent et qu'on doit du coup pallier par de nouvelles innovations pour atténuer ces nuisances. Et en fait, c'est un serpent qui se mord la queue, c'est un cercle sans fin qui nous a amené notamment aux situations d'aujourd'hui où on a des logiciels libres qui aident les gens à mieux choisir leurs produits éthiquement dans les rayons, alors qu'il y a une crise existentielle mondiale, quoi. Donc ça, c'était pour rebondir sur cette histoire de futur nouveau. Et aussi l'industrie dans les territoires et qui s'est
un mode de vie qui s'est initié chez chacun, chacune, nous a amené à inverser un petit peu les importances qu'on accorde aux choses. Je veux dire par là, toute civilisation, pas civilisation du coup, mais toute société humaine a glorifié la nature sur un plan spirituel, parce que c'était la source de vie et qu'il n'y avait rien de plus important. Aujourd'hui, avec l'industrialisation, l'immédiateté, le confort, l'accessibilité de tout, pour nous, en Occident, très important, on a une perte de lien spirituel avec ce qui nous maintient en vie, et donc un inversement de ce qui est important. Et donc au cinéma, enfin, dans tout divertissement, on a quelque chose de... comme si c'était meilleur, comme si c'était plus spectaculaire et plus souhaitable de parler de tigres et de loups et de lions, plutôt que de cafards et de vers de terre et d'abeilles. Les choses spectaculaires aujourd'hui ne sont pas forcément les choses essentielles. Voilà. Du coup, moi, c'était pour donner une ressource bibliographique et aussi une autre dimension par rapport à la question. D'une part, du coup, la ressource bibliographique, c'est un podcast qui dure environ une dizaine d'heures, fait par les camarades de Grenoble Pièces et Main-d'œuvre, qui s'appelle Le Monde Machine, qui était assez révélateur sur pas mal de points pour ma part, quoi. Et du coup, une autre dimension par rapport à cette question-là, c'est surtout l'industrie qui crée des besoins artificiels. Je crois que c'était toi qui avais donné l'exemple au niveau des voitures. Ça, c'est aussi un exemple. Voilà. Et typiquement, il s'est passé exactement la même chose avec l'électricité, avec le portable, et il est en train de se passer exactement la même chose avec l'IA. Sur le principe, derrière, l'industrie crée des nouveaux besoins artificiellement, juste pour pouvoir faire du PIB. Voilà. Je peux juste rebondir rapidement. Est-ce que tu peux te rapprocher pour que tu regardes plus ça? Bien à côté. Chaque fois que vous avez une question, vous vous rapprochez. C'est la place pour les gens. Je fais un petit coup de pub militant, puisqu'on parle d'IA. C'est bien. Quoi? Ah. Antitech Résistance fait partie d'une assemblée générale anti-industrielle qui se mobilise contre l'intelligence artificielle. Donc on a déjà participé à une campagne au printemps et il y aura également une campagne organisée tout début septembre. Si ça vous intéresse de venir vous mobiliser, c'est bienvenu. Voilà, j'ai dit. J'ai pas. Tout le monde, oui, toutes les trois, vous êtes intervenus seul. Ok. C'est un oxymore pour moi, intelligence artificielle. C'est totalement un oxymore. Moi, je voulais rebondir sur la perte des savoirs et j'ai l'impression qu'on parle beaucoup de savoirs techniques, mais il y a aussi les savoirs de vivre ensemble. Et avec l'industrialisation et aussi la direction qui a pris notre civilisation, j'ai l'impression aussi qu'il y a une grande perte de savoir de vivre ensemble, par exemple les communs, la gestion des terres, la gestion justement, on va de plus en plus vers une spécialisation, donc le chevauchement des compétences et du coup les interactions entre les différents métiers, entre les différents rôles sociaux et communautaires. Et j'ai vraiment l'impression que il y aurait beaucoup de choses à dire sur la perte de savoir faire société quoi, à une échelle locale. Quoi. Voilà, je voulais juste ajouter. D'accord. Est-ce qu'une personne souhaite ajouter quelque chose à ces différentes discussions liées à cette première, à cette deuxième partie de questions? En tout cas, on voit bien qu'il y a clairement une idée de se réapproprier ce qui nous entoure sans pour autant prêcher un retour dans le passé. J'entends peu, je suis désolée. Non, t'inquiète pas, désolée, j'ai oublié de retourner le téléphone. Du coup, je disais que c'est à l'issue de ces discussions, clairement, il ressort que
qu'il y a une nécessité de se réapproprier ce qui nous entoure et les savoirs qui vont avec, mais sans pour autant aller prêcher l'idée que ces savoirs n'existent que dans le passé et que vraiment ça doit s'ancrer sur une dimension locale, mais aussi très contextualisée au moment. Et voilà. Et en tout cas, pour ce qui est, comme il y a eu la question tout à l'heure par rapport à la vision du Malo-Islam, c'est vrai que il y a des choses qui viennent de pratiques qui sont assez anciennes, mais on ne nie pas les avancées récentes qui ont pu vraiment faciliter pas mal de choses et résoudre des problématiques oui, juste des choses qui posaient, qui coinçaient. Donc ouais, cette idée de réancrer cette maîtrise dans une situation présente avec tous les changements qui sont liés, des changements vraiment des conditions matérielles différentes. C'est vraiment quelque chose qui, en tout cas, qui a l'air de ressortir de ce que vous avez pu avancer dans vos différentes interventions. Et en tout cas, merci à toutes les personnes qui ont aussi pris part à cet échange. Et du coup, maintenant qu'on a parlé un peu de ces connaissances et de cette maîtrise qu'on a pu perdre, l'idée c'est d'aborder justement comment on peut se les réapproprier. Et donc, je commencerai par une question qui est justement quel savoir-faire et connaissances devraient être réappropriés pour une gestion locale qui serait durable pour les territoires locaux. Moi, j'aurais envie de lancer l'émerveillement. Ce serait bien de réenseigner l'émerveillement. Ouais. Ça vous va? Carrément. Juste de savoir à nouveau s'arrêter et prendre conscience de ce qui nous entoure. Ce serait pas mal. Un bon début déjà. Est-ce qu'une personne va ajouter quelque chose? Je trouve que ce qu'a dit Courtenay sur les communs, ça serait très important à mon avis. C'est une des pierres angulaires des territoires et de l'avenir, c'est de comprendre qu'est-ce qui est commun. J'entends pas grand-chose. Je disais, ce qui est important, c'est de comprendre qu'est-ce qui est commun, qu'est-ce qui devrait être commun. Pour moi, une forêt ne devrait pas être sur droit privé, mais ça c'est ma vision des choses. Et je pense que une des choses les plus importantes, c'est finalement pas les techniques, c'est comment on travaille sur vers quoi on veut aller, justement avec une vraie notion des communs et pas une notion individualiste en fait. Et ça, je pense que ça sera une des choses les plus difficiles à acquérir, dans le sens où on n'est vraiment pas élevé dans cette vision des choses-là au départ. Et en même temps, cette faculté à prendre soin du collectif, c'est aussi en apprenant à écouter, Tout à fait. à écouter nos envies, nos besoins, mais de manière durable. Enfin, je veux dire, d'être sur quelque chose qui n'est pas forcément sur du consommable, être sur la construction, et ça peut être collectivement, mais je pense que ça commence aussi avec soi-même, en fait. Écologie, c'est la maison, c'est la science de la maison, et je trouve que ça ramène aussi à son entre-soi, à l'intérieur de soi aussi. Ouais. Moi, du coup, je vais parler en termes plus techniques. Enfin, me focaliser là-dessus. Il y a une dénomination qui est assez intéressante. Elle a été évoquée par je crois que c'est un historien des sciences peut-être, en tout cas écrivain, qui s'appelle Lewis Mumford. Et en fait, il parle de la distinction entre technique autoritaire et technique démocratique. Et tout simplement, une technique démocratique, c'est celle qui va augmenter l'autonomie de la population qui l'utilise. Et une technique autoritaire, c'est celle qui va diminuer l'autonomie de la population qui l'utilise. Que ce soit tant en termes d'usage,
quand un individu utilise cette technique, qu'aussi pour la production de cette technique. Donc ça reprend aussi toute la chaîne de production, et finalement par exemple on va se dire l'attraction animale, on peut considérer que c'est une technique démocratique, parce qu'en fait à l'échelle d'une petite communauté, on peut avoir des personnes qui élèvent l'animal, qui produisent le blé ou l'orge ou l'avoine pour nourrir, qui peuvent en tout cas utiliser le bois pour faire éventuellement la charrue, tout ça. Alors qu'à l'inverse, une technique autoritaire serait plutôt le tracteur, où en fait, même si on dit que c'est un tracteur low-tech, et ben, il va y avoir déjà toute la chaîne de dépendance pour la production, que ce soit le verre, le caoutchouc, le métal, sans parler non plus de la consommation journalière de pétrole, et encore la réparation aussi de ce tracteur, qui est quand même assez lacunaire, même si on sait réparer, enfin pas personnellement, mais je pense que les gens qui s'y connaissent très bien peuvent en réparer une partie, bah, c'est quand même un truc limité finalement sur une telle machine. Et donc c'est une bonne grille de lecture, je trouve, pour distinguer les techniques qu'on a envie de se réapproprier ou pas, quoi. Est-ce qu'une des personnes souhaite ajouter quelque chose pour répondre à cette question ou rebondir sur ce qui a pu être dit? Je voulais juste ajouter qu'il faut, en tout cas à mes yeux, il faudrait réapprendre aussi à cohabiter en fait avec ce qui nous entoure, et notamment les animaux non humains. Et du coup, je pense qu'il y a beaucoup de choses à créer sur notre rapport du coup interespèces, et aussi avec le sauvage qui nous entoure. Et je pense que c'est une question clé à prendre en compte dans ces réappropriations, quoi, de savoir, quoi. C'est ça, tout à l'heure je parlais de savoir faire communauté, mais savoir faire communauté du coup à une échelle plus large que juste l'humain. Mais est-ce que ce n'est pas un chemin direct à réexploitation de l'animal non humain, s'éloigner. Est-ce que tu entends, Corian? Je vous entends. Ouais. Je pense que quelque part, la technologie, ça nous a permis je me demande comment on va gérer justement cette tentation à faire un recours à l'exploitation de l'animal, de la force animale, pour justement... ça rentre dans le discours, le retour à la sagesse ancestrale. C'est quand même aussi une force de travail, l'animal non humain. Donc comment on arrive à coïncider les deux? Je viens de donner un exemple où l'animal peut tout à fait être utilisé, servir un bien communautaire humain. Comment on peut éviter ça? Je vois, c'est pas évident pour moi. Si je peux ajouter quelque chose à ça, c'est justement la question de maîtrise et de connaissance. Pour moi, là, elle joue pas mal dans le sujet là qu'on aborde, justement mettons, il y a de l'attraction animale, la présence de l'animal nécessite beaucoup d'énergie en soi déjà pour la nourrir. Donc peut-être qu'on n'a pas le tracteur pour cultiver ce qu'on souhaite et que le cheval va le faire. Mais à côté de ça, il faut quand même réussir à cultiver ce qu'il faut pour le nourrir. Donc c'est aussi de réussir à avoir tout le filon des besoins. Et est-ce que l'énergie déployée pour nourrir le cheval ne serait pas tout autant pertinente à l'investir tout de suite dans ce qu'on souhaite. Et de là, je trouve ça assez intéressant d'avoir vraiment un visu global et les tenants et les aboutissants de toutes les choses qu'on peut mettre en place, et qu'est-ce que l'usage de certains moyens implique réellement de A à Z, quoi. Et
Et pourtant, il y a des fois où j'ai l'impression que la présence de l'animal non humain euh, sur des secteurs va vraiment être hyper intéressante quand on a déglingué tout le restant du territoire. Et que du coup, on a avec l'éco-pâturage, par exemple, la présence d'espèces qui vont éviter la fermeture du milieu, permettre de conserver quelques espèces de plantes ponctuellement. Ça fait des micro-habitats, en fait, le pâturage, l'éco-pâturage tel qu'on dit. Mais en fait, ça n'a pas tant de sens que ça de dire en éco. Et du coup, le fait que ce soit des ruminants, par exemple, ça va amener un autre écosystème que si c'est des ovins ou des caprins. On a vraiment une dynamique systémique différente. Et on est bien d'accord que, en fait, là, dans l'équation, si on regarde juste un non-humain, du coup, qui va ruminer, qui va faire tout ce processus digestif, sans pour autant servir ni à l'alimentation, ni à quoi que ce soit d'autre, il va juste être là pour la biodiversité. Enfin, c'est le cas, du coup, sur les terris, par exemple, dans les Nord-Pas-de-Calais. Et ces individus-là, du coup, ils vont avoir une vie sereine. Et en même temps, ils vont contribuer à maintenir un écosystème diversifié qui va, du coup, contribuer à un équilibre à l'échelle du paysage, à l'échelle, du coup, de toutes les actions anthropiques, notamment l'agriculture, puisque cette biodiversité permet de préserver une certaine résilience, du coup, face à toutes les perturbations. Donc, là, on parle vraiment d'une vision où humain et animal, c'est calé dans le même processus d'être vivant, je trouve, enfin, dans un méga écosystème. Mais là, c'est une vision où l'écosystème est durable parce que on ne met pas de pratique intensive en agriculture, par exemple, ou d'autres choses qui pourraient amenuire le pouvoir de ces zones naturelles. Est-ce qu'il y a quelqu'une qui souhaite ajouter quelque chose? Oui. Si j'ai bien compris ta question, c'était est-ce que, enfin si je me trompe, je vais essayer de reformuler, mais si je me trompe, dis-moi si c'est pas ça. C'est est-ce qu'on peut vivre sans exploitation animale et sans technologie? Personnellement, je pense que c'est pas possible. Je pense que ça n'arrivera jamais parce que depuis, en tout cas de ce qu'on sait, depuis que l'humain existe, l'humain a toujours exploité. En tout cas de ce qu'on sait de l'humain, depuis qu'il existe, il a toujours exploité l'animal, que ce soit pour se nourrir, pour faire de l'agriculture ou pas, je veux dire, tous les humains n'ont pas forcément tous exploité les animaux, mais en tout cas, de ce que je sais personnellement, il y a toujours eu des communautés qui exploitaient les animaux, et j'ai l'impression que ça fait vraiment partie enfin, je veux dire, on vit en connexion avec eux, avec la nature, et j'ai vraiment beaucoup de mal à imaginer un monde où on pourrait se dire qu'il n'y aurait vraiment aucune exploitation animale, dans le sens où ça demanderait énormément de contrôle. Du coup, sans technologie, c'est pas possible. Et en même temps, s'il y a de la technologie, c'est clairement pas. Enfin, je veux dire, personne aujourd'hui n'a cette ambition-là dans le monde tel qu'il est aujourd'hui. Et si jamais on arrive à une gouvernance mondiale, ce sera clairement pas l'ambition de cette gouvernance, d'après moi, de se dire ok, on va abolir l'exploitation animale. Donc, personnellement, je n'y crois pas du tout. Je pense que c'est pas possible. Je pense qu'il y a déjà eu des sociétés comme ici, au Malawistan, il y a déjà eu des communautés qui n'utilisaient pas les animaux, mais je pense pas à l'échelle mondiale. C'était pour aussi rebondir sur ta question, que je trouve particulièrement intéressante. J'aurais voulu ajouter le fait que la dichotomie entre utiliser les technologies plutôt qu'exploiter les animaux non humains, je trouve que c'est une fausse dichotomie parce que l'industrie exploite les non humains aussi, quoi. Je veux dire, a un impact très écocide.
Et du coup, c'est pas aussi simple. Je sais juste que c'est pas cette dichotomie-là, elle est pas aussi simple. Voilà. C'est-à-dire, si je comprends bien, les animaux seront exploités, mais en moindre mesure. Si on prend le transport, par exemple. Je comprends bien ta réponse. Alors, je sais pas, je pense que c'est quelque chose à effectivement imaginer. C'est ce que je disais tout à l'heure, cette future cohabitation avec les animaux non humains. Moi, je pense que, en tout cas, mon idéal ou ce que je défendrais personnellement, ce serait un monde qui se repose le moins possible sur l'exploitation animale et plus largement, qui se repose le moins possible sur la souffrance, la destruction et la mise à mort de non-humains. Et je pense une opposition très, je veux dire, je pense qu'on peut vivre sans domestication des non-humains. Donc ça c'est ma vision. Mais je voulais juste, ouais, sur ce que je disais avant, c'était de ne pas oublier que l'industrie exploite les non-humains également, ou en tout cas s'en moque tout au moins, au mieux. Non, mais c'est sûr. Ma question, c'est dans l'exemple, par exemple, de transport. L'exemple des voitures, par exemple, donc c'est un désastre, mais ça soulageait. Enfin, c'était un désastre quand les voitures sont arrivées, donc l'histoire d'insertion de véhicules dans le cadre de vie, c'était effectivement assez catastrophique et conflictuel. Mais ça a enlevé un certain poids de travail des chevaux, par exemple. Est-ce que, du coup, comment on peut faire donc, voilà, quels sont les risques qu'on va retourner sur ce besoin, tout en créant un récit de création de relations avec un animal, de symbiose, de collaboration entre l'humain et l'animal. Parce que l'humain est fort à faire ça, à créer des récits pour justifier des pratiques qui ne sont pas nécessairement tous dans le bien, qui ne vont pas tous dans le bien de l'animal, de l'humain. Je ne sais pas si je suis claire. Justement sur cet exemple de la voiture, du coup on y revient. Je pense que la clé c'est d'avoir une vision beaucoup plus systémique en fait, et pas juste de dire tiens il y a des voitures, même si je dis pas du tout que c'est ça qui est. Il y a des voitures qui ont remplacé des chevaux et du coup il y a des chevaux qui sont libérés et pas là, ils sont dans les prés. Et en fait juste les voitures c'est aussi la construction de routes, et rien qui le disait le matin, les routes ça fragmente l'espace, ça crée de la consanguinité entre les populations et en fait pardon. Et en fait ça peut conduire à la dégénérescence des populations et des espèces, et donc c'est pour ça qu'on parle vraiment du système industriel à l'échelle mondiale et de tout ce développement. C'est qu'en fait les voitures ça a été aussi les routes, ça a été aussi le pétrole, ça a été la bétonisation à toute la surface de la terre, et aujourd'hui, si on se soucie vraiment des animaux, on se rend compte quand même qu'on est à la 6e extermination de masse, extinction de masse, mais ce qui est une extermination, et l'industrialisation du monde y est pour beaucoup quoi. Donc voilà, c'est plus ce truc vraiment très global. Je voulais poser quelque chose sur le côté... Est-ce que tu peux te rapprocher pour que Corian entende? Je suis désolée, j'entends quasiment plus rien. Sur le côté rapport avec les animaux domestiques, en éthique animale, il y a des débats entre un peu deux positions sur le rapport aux animaux domestiques avec, en perspective antispéciste, il y a certains qui développent plutôt la vision extinctionniste, avec l'idée que la domestication c'est intrinsèquement un rapport de domination et la seule chose à faire c'est d'arrêter la reproduction d'animaux domestiques et d'arrêter d'avoir des animaux domestiques dans la société. Et il y a une autre position qui a été développée par Susan Lyson et Wilkin Yika, qui sont du coup des philosophes qui ont écrit un bouquin qui s'appelle Zoopolis, où ils réfléchissent un peu à ils classent un peu les animaux non humains en 3 catégories, avec lesquelles il y aurait des règles
cohabitation différentes. Du coup, d'une part les animaux sauvages, d'autre part les animaux domestiques et d'autre part les animaux liminaires, qui sont ceux entre les deux, genre par exemple les rats qui vivent en ville par exemple, qui sont un peu entre les deux. Et pour les animaux domestiques, ce qu'ils proposent, c'est l'idée de citoyenneté animale, l'idée en gros d'étendre le concept de citoyenneté aux animaux non humains, avec l'idée de dire qu'en fait les animaux domestiques pourraient continuer à faire partie de la société, mais par contre avec des règles qui leur donnent, qui ne soient pas déjà réduits au statut de propriété légale, qu'ils aient des droits explicites et qu'ils aient avec l'idée notamment qu'on n'avait pas le droit de les utiliser de manière létale. Mais en fait, ce qu'ils proposent, c'est d'essayer de réfléchir un peu de la même manière que pour les humains, on réfléchit il y a une distinction entre l'exploitation et le travail légitime, même s'il y a un continuum qui est flou et pour trouver la limite. Ils proposent d'essayer de réfléchir à trouver des moyens pour distinguer ce qui relèverait de l'exploitation illégitime avec des animaux de ce qui distinguerait potentiellement d'un travail légitime, avec la grosse difficulté que pour les animaux, il y a la question qu'ils n'ont pas les capacités cognitives qui permettent d'avoir un consentement éclairé pour son travail. Mais par exemple, ce qu'ils proposent, c'est des choses comme créer un code du travail pour les animaux domestiques. Et par exemple, si on je sais pas, par exemple, si on faisait quand même de l'attraction animale, de dire qu'on a le droit de faire de l'attraction animale, mais par contre, il y a des règles. Il n'y a pas plus de tant d'heures par jour. Ils ont droit à une sécurité sociale vétérinaire qui serait mise en commun. Ils auraient droit à des vacances, ils auraient droit à une retraite. Il y aurait tout un tas de devoirs qu'on aurait aussi envers eux à respecter. Et que ce serait ça qui permettrait de faire la distinction entre une exploitation et une forme de travail. Et une des pistes qu'ils proposaient, c'est essayer de réfléchir un peu. Il y a des questions un peu similaires qui se posent sur la question du travail des personnes en situation de handicap, qui sont aussi avec ce problème-là de vulnérabilité, mais où il y a un peu le dilemme entre les exclure complètement du travail. Potentiellement c'est une manière de les protéger, mais c'est aussi une manière de leur donner moins d'autonomie. Et il y a ce dilemme-là un peu qui sont peut-être, on peut essayer de réfléchir et voir si on peut trouver des concepts qui peuvent être transférés. Mais par contre, ils sont très clairs, et je suis d'accord sur l'idée que par exemple, Jocelyne Porcher, qui est une théoricienne sur l'élevage, elle reprend un peu, elle qualifie le fait d'être élevé dans l'objectif d'être abattu pour être mangé comme du travail. Et là, moi, je trouve que c'est vraiment une dérive qui est pas du tout dans l'idée de ce que je disais en termes de distinction entre travail légitime et exploitation. Et je pense que c'est difficile, je trouve, de trouver les critères, mais en tout cas, peut-être que voilà, si on crée un espèce de code du travail animal qui pose des limites et qui fait que on peut s'autoriser à utiliser une partie de travail animal, mais sans mise à mort et en développant des devoirs en parallèle. Peut-être qu'il y a une réflexion à avoir là-dessus. La paire de coriandre. Très bon timing de fin d'intervention. Oui. Oui, ça a coupé, désolé. C'est parce que je vous entendais plus depuis tout à l'heure. Ah, désolé, ok, je croyais qu'on avait assez rapproché le micro, mais non, du coup, t'as pas entendu. Mais en tout cas, on est clairement rendu à on s'est un peu éloigné de la question de base, mais je pense parce que justement, il y a un point de tension sur jusqu'où va notre considération de ce qui nous entoure, de comment on trouve comment on arbitre sur ce qu'on fait, quels moyens on emploie. Et clairement surtout pour cet événement dans ce lieu-ci, la question des non-humains est clairement quand même très très présente et a créé pas mal de réflexions là-dessus. Mais et merci à tous pour ces interventions-là. Et pour revenir un peu à cette question de comment on fait pour se réapproprier les connaissances, la maîtrise qu'on a pu perdre.
On est parti de quel savoir-faire et quelles connaissances devraient être réappropriées à jusqu'à aller qu'est-ce qu'on décide pour les non-humains. Donc on est allé au-delà de la question, mais je pense que c'était aussi des sujets assez cruciaux aussi à aborder, même si clairement on n'est pas rendu à quelque chose d'assez encore approfondi. Mais pour la suite, l'idée, ça serait plutôt de se questionner sur comment on peut renforcer le pouvoir politique local pour s'opposer à des projets d'aménagement de territoire qui seraient imposés par l'État ou par d'autres grands groupes. Donc Orion, déjà, tu avais pu donner ce matin quelques exemples. Est-ce que tu aurais d'autres choses à ajouter sur ce sujet de comment on peut renforcer son pouvoir politique local vraiment pour essayer de contrer un projet qui aurait des impacts désastreux à notre sens? Chouette question. Il y a plusieurs choses. J'ai beaucoup parlé de quand le projet nous déplaisait, mais il y a aussi des terrains qui peuvent être protégés. Par exemple, je disais que quand on est dans le cas des DUP, des déclarations d'utilité publique, et ben on peut se faire exproprier. Sauf que si avant ça, notre terrain, on a signé une obligation réelle environnementale, une ORE, bah, par exemple, c'est impossible d'exproprier quelqu'un qui a une ORE. Parce que c'est quelque chose qui va plutôt être basé sur l'investissement personnel du citoyen à respecter une charte environnementale qui, du coup, est imposée et qui induit un respect du vivant et des écosystèmes assez fort. Donc, ça existe. Or, en tout cas. Et puis, si on revient à la base de tout pour ces projets-là, c'est la connaissance. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de connaissance du territoire, s'il n'y a pas de connaissance naturaliste en suffisance, et ben, des projets peuvent passer alors qu'il y a cette richesse de manière avérée. Donc, je vous en parlais tout à l'heure, il y a plein de groupes taxonomiques qui sont pas suffisamment renseignés pour même faire partie des listes rouges, c'est-à-dire qu'on n'a pas assez de données pour savoir si oui ou non l'espèce régresse parce que les données sont insuffisantes dans la régularité ou dans la quantité. Et du coup, c'est un problème réel, c'est-à-dire que dès lors qu'on a créé les sciences naturalistes, on a donné aussi le pouvoir aux citoyens de faire valoir la présence d'une espèce sur un territoire et du coup forcément de le protéger à sa valeur, en tout cas la plus réelle possible. Et je vous dis ça parce que la majorité des données scientifiques en France sont issues des bénévoles dans les associations, les ONG qui vont faire de la récolte et majoritairement dans les bénévoles on trouve des retraités. Donc, je pense que ça appartient à tout à chacun de venir renseigner ces bases de données, de venir amender tout ça, parce que toutes les données qui sont renseignées vont être traitées au Muséum national d'histoire naturelle, qui est un organisme scientifique, et une référence à travers le monde quand même. S'il n'y a pas la donnée, on ne peut pas protéger. Quand il y a la donnée, elle est traitée par le muséum pour enlever, on va dire, les données qui sont dues à un biais d'observateur, parce qu'effectivement, tout citoyen ne peut pas être expert tout de suite, il va y avoir des erreurs au début. Et en fait, tout ça, c'est analysé avec des experts référents. Il y a les experts sur les arachnides du sud de la France. Enfin, c'est des trucs super ciblés. Il y a vraiment ce qu'on appelle du coup dans ces catégories-là des rats de laboratoire, des gens qui sont super pointus sur des sujets particuliers, qui vont pouvoir traiter ces données et savoir si elles sont bien ou pas. Enfin, si elles sont cohérentes, on va dire, si elles sont fiables. Je pense que ce pouvoir-là, on n'en parle pas assez, que du coup, toutes les instances gouvernementales jouent sur le manque de données. Autant, comme tout à l'heure pour le loup, que pour plein d'autres espèces qui sont fondamentales pour le fonctionnement même des écosystèmes. J'ai envie de dire, allons regarder de plus près
les insectes, les vers de terre, allons regarder les escargots, les limaces, tous les groupes euh, devant lesquels petits on faisait et ben c'est exactement ça qu'il fallait regarder parce que ils peuvent nous donner énormément d'indices et de clés face à des projets du coup, qui peuvent être destructeurs pour nous. Hop, je tourne le téléphone. Tu te manifestes très fort, Coriandre, si t'entends pas bien. Alors déjà, je suis désolé, j'ai pas pu assister à la conférence de ce matin, du coup je vais peut-être te faire répéter, Coriandre. Par rapport à ce que tu viens de dire au niveau données suffisantes pour faire arrêter un projet quelconque sur un territoire, je vais te prendre juste deux exemples que je connais relativement bien, Notre-Dame-des-Landes et l'A69. Notre-Dame-des-Landes, il y a les naturalistes en lutte qui ont fait vachement de relevés sur le terrain et tout, notamment pour dézinguer le rapport que Vinci avait fait pour dire qu'il n'y avait pas beaucoup de choses au niveau du bocage et tout. Et du coup, en quoi là c'était suffisant pour faire annuler le projet, si on prend juste ce prisme-là, par rapport à la 69 où il y avait une mésange bleue, juste je prends cet exemple-là, il y avait une mésange bleue qui était venue à la crème, et du coup le concessionnaire du coup à Toscane a cut l'arbre pour X ou Y raison. Voilà. Alors que du coup l'espèce était protégée et tout. Du coup en fait c'est quoi les données, enfin le set de données suffisantes pour faire annuler un projet quelconque. C'est voilà, projet sur un territoire. Alors la mésange bleue déjà, j'aimerais savoir si vous avez plus d'infos parce que pas protégé, c'est un passereau comme un autre. Parmi les oiseaux, il n'a pas de statut de menace à l'échelle de la France. Du coup, si c'est une espèce si vous avez le nom de l'espèce en particulier, je veux bien discuter, mais la mésange bleue, sinon, elle n'a pas de statut ni de menace avérée. Après, là, je dois avouer, j'ai pas mon portable sur moi, du coup, je peux pas remonter sur l'information. Et derrière, il me semble que c'était une espèce assez protégée, et que derrière, justement, les abattages d'arbres étaient interdits parce que présence de mésange bleue, même si c'était pas du tout respecté par les autorités et par le concessionnaire. Mais voilà, il me semble qu'il y avait vraiment cette histoire-là, qu'il y avait vraiment une espèce protégée. Du coup, après, là, c'est bien, c'est que du coup, ça passe enfin dans les médias que même s'il y a des espèces protégées, c'est pas ça qui fait arrêter tant le projet. Et on a beaucoup de dimensions au niveau de la législation environnementale qui sont passées sous les radars, notamment les zones humides. Vous savez, ces habitats essentiels qui sont cités dans la loi de restauration de la nature. Avant, il y avait besoin que du critère sol ou du critère végétation pour dire une zone humide. C'en est une là, vous devez la protéger. Du coup, c'est une réglementation très stricte si on arrive à aller à la zone de protection spéciale des zones humides. Et en fait, récemment, on a obligé à cumuler les deux critères, sol plus végétation, sinon ce n'est pas considéré comme une zone humide. Donc vous imaginez bien toutes les ronds de jambes qu'on peut faire autour de la réalité pour essayer d'amoindrir le pouvoir naturaliste et scientifique face simplement à la distinction du vivant. Hein. Toutes ces réglementations, initialement, elles sont là pour ça. Et du coup, oui, la donnée manque parce qu'en fait, malgré tout, on peut pas avoir un suivi dans le temps. C'est-à-dire que cette mésange bleue, par exemple, si elle avait été renseignée depuis plusieurs années, décennies, en fait, ça aurait été différent. C'est-à-dire que là, il y a toujours le principe de elle a été placée là par les militants. Ah oui, ok. Donc ça reste des animaux. C'est bien plus compliqué d'implanter une plante. Enfin, sauf si on est botaniste ou paysagiste, ça peut se faire d'aller mettre une plante protégée sur un espace. Je suis pas du tout en train de dire que c'est une solution qu'il faut utiliser, hein, mais on sait jamais. Que là, normalement, une plante n'arrive pas en 2 secondes. Il y a beaucoup moins de critères là qui peuvent être considérés.
Et dans les plantes protégées, vous avez plein d'orchidées qui sont hyper faciles à bouturer. Prendre un peu de sol avec. J'avais une deuxième question, c'est du coup, comment dire, est-ce qu'on a des exemples historiques où avoir suffisamment de données sur la biologie, sur le biotope, sur la biodiversité d'une zone particulière fait interdire un projet? En fait, j'ai plusieurs exemples, mais du coup, c'est mon expérience professionnelle, c'est pas forcément des trucs qui sont parus dans les médias. Mais par exemple, j'étais sur un projet de zone de préemption avec le département du Pas-de-Calais. J'ai travaillé 1 an au conseil général. Et les zones de préemption, c'est quand on a des potentiels espaces naturels sensibles et en fait, on met une zone de préemption sur un terrain privé qui, quand il sera vendu, du coup, on aura la priorité pour la gestion de ce nouvel espace en tant qu'espace naturel. Et du coup, il y a eu plusieurs projets qui étaient annoncés. Et pour appuyer la décision, il y a plusieurs naturalistes qui avaient du coup fait des suivis sur cette parcelle privée. Et du coup, là, il y a eu une association entre État et association naturalistes. Mais en fait, c'est assez courant sur notre territoire, pour les zones de préemption en tout cas. Et du coup, là, le projet, il n'a pas pu avoir lieu. D'une part parce que l'État s'en était mêlé, et d'autre part parce que les associations naturalistes avaient fait des relevés depuis plusieurs années dessus. Du coup, on savait que c'était un espace naturel d'intérêt et qu'il n'y avait rien de possible, quoi. L'État s'était mêlé pour interdire le projet ou pour le faire? Non, interdire, ils avaient d'accord. fait zone de préemption. C'est l'État qui a zone de préemption sur Ok, des parcelles d'accord. privées pour des espaces naturels. Ok, ok. Bah oui, en J'ai fait, ma c'est ça. réponse. C'est on a beau dire, il y a quand même des petites sections de quelques services bien cachés sous le tapis qui font des trucs cool, mais c'est pas la majorité, on est d'accord. Mais il y a quelques trucs cool qui se passent. C'est juste que ça se voit très peu parce qu'on a un territoire qui est largement sacrifié. Et dans le Pas-de-Calais, c'est vraiment hyper visible. Enfin, j'ai fait un rapport récemment justement pour les espaces naturels dans la Rajoie. Donc c'est vers là où j'habite et en fait, ils peuvent pas gérer des espaces naturellement du mieux qu'ils peuvent pour favoriser la biodiversité. Si autour d'eux, les villes continuent de s'étaler, de se densifier, de fragmenter le territoire avec des nouvelles routes qui sont créées parce que machin connaît machin, qui connaît l'élu, qui veut se faire réélire, et du coup, on va faire la route. Ben oui. Et là, c'est le même État. C'est le même État qui veut gérer les espaces naturels et le même État qui crée les routes. Donc, voilà, c'est complexe, ça se mord la queue et clairement, ce rapport-là peut établir que ça n'a aucun sens de continuer à avoir une gestion naturelle si elle n'est pas valorisée auprès des communes dans lesquelles ils sont situés et dans lesquelles ils vont vraiment subir une pression d'activité humaine grandissante qui va amoindrir du coup la capacité de circulation des espèces d'un espace à un autre. Ok. Est-ce que je suis partie trop dans le détail? Je suis désolée. Moi, j'ai eu ma réponse, merci beaucoup. Non, t'as même amené la question d'après qui était justement d'avoir des exemples de communautés qui avaient pu réussir à contrer des projets d'aménagement. Et du coup, je laisse aussi la parole à Javel et Philippe sur si vous auriez des idées de comment renforcer le pouvoir politique local pour s'opposer à des projets d'aménagement et si vous avez des exemples à partager de collectifs qui auraient réussi dans cette opposition. Vas-y. Je pense qu'au niveau local, il faut arriver à se fédérer, de trouver des moyens de pouvoir agir ensemble. Parce que si on reste chacun dans notre coin, c'est jamais simple. Par exemple, autour de chez moi, là, on a monté un réseau d'entraide. Maintenant, on est à peu près 120 personnes. Et depuis qu'on est 120 personnes, on commence à avoir des élus dans le réseau, on commence à avoir un certain nombre de gens
qui, quand ils parlent, peuvent aider à faire bouger les choses. Je pense que ce qui est étonnant, en fait, c'est qu'on n'imaginait pas au moment où on a démarré cette aventure-là qu'on serait autant au bout d'1 an et demi, en fait. C'est-à-dire que sur nos territoires, on est des fois beaucoup plus nombreux que ce qu'on croit à être dans des volontés de changement ou dans des volontés de voir les choses différemment. Le seul truc, c'est que c'est des fois difficile de savoir où sont les autres si on n'a pas fait si on n'a pas trouvé de moyen de pouvoir communiquer entre nous. Donc là, on a utilisé un moyen technique, effectivement, parce que c'est un réseau qui a été monté à partir de Telegram. Et la grande surprise, c'est de se retrouver à plus de 120 personnes, 120 personnes participantes, ce qui fait, avec les familles, plus de 200 personnes sur un territoire qui doit faire 30 km de chaque côté de l'endroit où ça a démarré, quoi. J'avais, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Ouais, pour le coup, avec Entité Résistance, on ne croit pas du tout en les entités administratives, dans le sens où juste elles font partie d'un système, et certes, peut-être qu'elles peuvent le faire un peu changer, mais en tout cas, elles ne vont pas le renverser ou le démanteler. Donc nous, on est un peu plus radicaux là-dessus. Et aussi, d'autant plus que en fait, l'État il devient de plus en plus autoritaire, et on le constate en fait tous les jours que l'État il est de plus en plus sévère, et on se prend la répression, tout ça. Donc se dire que l'État va continuer à laisser pondre des moratoires ou des décrets, quand on voit ce qui se passe dans les autres pays, moi j'ai pas trop d'espoir. C'est la position d'Entité Résistance en tout cas. Et du coup, localement, c'est très dur de réfléchir localement, parce qu'en fait, rien qu'au niveau de la répression, on a une situation complètement asymétrique. Et du coup, se dire, même si on prend tout un village qui doit résister à une entreprise de BTP qui veut construire une route, c'est pas possible en fait, matériellement quoi. À part demander à l'État, et encore, comme je l'ai dit avant, on n'y croit pas. Et en plus, ça demande énormément d'énergie. À chaque fois, on parle des luttes locales, peut-être qui ont été victorieuses. En fait, ça va concentrer énormément d'énergie militante, alors qu'il y a 10 autres projets 10 fois pires, 1000 autres projets en même temps qui sont construits à la surface de la Terre. Donc réfléchir localement, c'est pas du tout une stratégie gagnante. Pour l'instant, on le constate, j'ai l'impression. Rien que ce matin, il y avait encore une énorme répression à la ZAD de la 69, avec, 300 flics, des arbres qui commencent à tomber. Donc, se dire que réfléchir à cette échelle-là est suffisant. Nous, ça nous semble complètement utopiste, et c'est pour ça qu'on va plus... quand on voit la symétrie de la position face à nos opposants, qui vont être des entreprises, des industries et l'État, faut vraiment réfléchir à contourner cette asymétrie d'opposition, et plus on va aussi chercher à affaiblir un peu notre opposant, et c'est plus du coup ce qui va permettre de diminuer sa répression, quand on voit que l'État ou les industries reposent sur des systèmes dont ils sont hautement dépendants, rien que leur télécommunication entre eux, rien que leur approvisionnement énergétique. Et en fait on se dit, ça c'est un point qui est beaucoup plus sensible, qui est beaucoup plus accessible pour nous, et c'est là-dessus qu'on va aller les chatouiller un peu, plutôt que se dire on va se protéger avec des cartons, quoi. Je dis pas que les luttes locales font que se protéger avec des cartons, mais on essaye de réfléchir entre notre investissement militant, ce qu'on y gagne, et juste constater l'échec en fait des dernières décennies. Et du coup, en termes de communautés qui ont réussi à reprendre un peu le contrôle, ça m'a fait rigoler cette question, dans le sens où faut déjà questionner un peu ce que c'est avoir le contrôle sur l'aménagement de son territoire, dans le sens où même si moi je peux estimer que j'ai le contrôle sur mon jardin, parce que j'ai réussi à planter des framboises, et en fait rien ne me protège de la prochaine sécheresse, ou des prochaines pluies acides et de la pollution. Et c'est toujours ce truc de en fait réfléchir local, dans ce système là ça n'a pas de sens, quoi. Ça suffit pas, ouais. Quoi ? Ça suffit pas, il faut se mobiliser au niveau local, mais ça suffit pas. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a une personne qui voudrait ajouter quelque chose à cette question, ou à ce qui a pu être dit? Oui.
La dernière intervention me rappelle l'histoire de beaucoup de territoires en réalité, mais notamment une dont le combat a été victorieuse. On rejette un appel sur ce téléphone. Avec le rouge. Voilà. Tu nous entends toujours, Coriandre? Oui, je vous entends Ok. toujours, mais votre enceinte est en train de décéder, c'est ça? Non, c'est qu'il y avait un appel. Ça me rappelle une histoire dont la population a été victorieuse. C'est l'île de Bougainville, qui, près de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, s'est faite approcher par des industriels qui voulaient utiliser leurs terres pour extraire des minerais. Et au bout de 10 ans d'extractivisme minier, les habitantes et habitants de l'île ont constaté la mort des poissons, la pollution de leurs terres, l'incapacité de manger leurs plantes sans être malades. Et ils sont entrés en combat ouvert, physique, en révolution contre les colons. Ils se sont battus pendant 10 ans. Il y a un film qui relate leur combat, un documentaire qui s'appelle Coconut Revolution, et qui montre comment, avec un blocus maritime, donc sans essence, sans médicaments, sans nourriture, les Bougainvillais et Bougainvillaises ont réussi à survivre 10 ans simplement avec, enfin simplement pas du tout, avec énormément de détermination, pieuse, de la débrouille en réutilisant les objets délaissés par les infrastructures minières, en réutilisant les armes de leurs adversaires au fur et à mesure des victoires, grâce à une terre super fertile qui les rendait indépendants en nourriture, et aux noix de coco, qui était un objet magique à partir desquels ils pouvaient littéralement se soigner, s'éclairer la nuit, faire avancer leur véhicule, bref. L'histoire est trop bien. Et quand on voit le documentaire, on est on est galvanisé, on a envie d'aller se battre et tout. Aujourd'hui, en 2024, ils ont gagné leur combat depuis 30 ans et l'île va probablement avoir la même mine qui va être réouverte prochainement. Maintenant que les gens qui ont résisté ne sont plus en état de se battre ou de rallier des forces, quoi. Et terrible. Ouais. Et combien d'îles ont subi le même sort sans avoir de documentaire ou de victoire? Voilà. Ça me fait penser, est-ce que j'interromps personne là? Non. Ok. Parce que du coup je vous vois pas, donc j'essaye de capter les blancs, mais parfois je vous entends pas. Donc... ça me fait penser au travail du coup du photographe Salgado. Je sais pas si vous avez vu Le sel de la terre. C'est un documentaire cinématographique assez incroyable sur sa vie, sur sa vision de la photographie. Il a eu beaucoup de guerres, c'est un reporter de guerre. Et après, sur la fin de sa vie, il s'est vraiment orienté sur ses terres d'origine au Brésil, sur celle de son grand-père qui avait du coup été largement érodée et qui n'intéressait plus personne. Et lui est venu avec sa vision du vivant, avec sa femme. Ils ont vraiment développé ce qu'on appelle maintenant l'hydrologie régénérative, mais qui n'avait pas un nom barbare à l'époque, qui s'inspirait en fait des courbes topographiques avec les sentiers qu'utilisaient les vaches dans les montagnes, et qui du coup permettaient, en passant avec leurs sabots, de faire des petites zones planes où pouvait pousser de la végétation aux abords et du coup stopper l'érosion des sols. Du coup, ils ont repris ce système-là et ils l'ont intégré dans une zone qui n'attirait plus personne, et maintenant ils ont réussi à reconstituer en 10 ans vraiment une zone forestière assez intéressante, et qui est issue des graines qui étaient à proximité. En fait, ils ont rien rapporté, ils ont tout fait germer sur place avec ce système-là, et du coup ils ont réussi à redonner une valeur du vivant en fait, sur une terre qui avait été dézinguée comme d'habitude pour des intérêts multinationaux.
Mais je trouve que c'est hyper intéressant, cette vision-là, où en fait, si on est capable de faire un travail en symbiose avec le restant du vivant, de restauration, euh, je pense qu'on peut s'appuyer sur la matrice incroyable que représente le vivant pour redonner la chance à celui-ci de s'exprimer dans des zones qu'on a complètement déglinguées. Enfin, j'ai vraiment vu des choses assez extraordinaires. Je pense qu'il y a beaucoup de choses possibles et c'est dommage effectivement de perdre à chaque fois. C'est des coûts astronomiques pour l'ensemble du vivant quand on détruit. Mais je pense qu'il y a une capacité de régénération à considérer aussi. Est-ce qu'une personne voulait ajouter quelque chose? On peut passer à la dernière partie, parce que le temps passe. Et du coup, cette partie, justement, aborde les perspectives qui pourraient être espérées pour de potentielles stratégies locales pour les territoires. Et du coup, quelle place accorder à la nature et à la technologie dans ces perspectives d'aménagement du territoire local. Si l'une de vous veut commencer pour cette question qui va faire partie de la phase de clôture de cette table ronde, où on ouvre un peu pour la suite. Qu'est-ce qu'on peut projeter pour après, que ce soit dans les possibilités ou les impossibilités. Moi, je dirais une place importante. C'est-à-dire que si je rêvais de quelque chose, ce serait d'avoir sur chaque territoire des zones qu'on puisse réensauvager et sur lesquelles nous, on puisse sortir. J'aime beaucoup le projet de Francis Allais d'essayer de créer une forêt primaire en Europe. C'est une utopie, mais j'espère qu'il va y arriver. Et non, il faudra qu'on apprenne à faire de la place aux autres. Ouais. Est-ce que tu veux prendre... Ouais, bah... Du coup, entre nature et technologie, par essence, la technologie, ça va être une technique autoritaire, juste qui, pour exister dans tout le système mondial, nécessite beaucoup d'extraction, la colonisation un peu de tous les milieux et l'exploitation, qu'elle soit humaine ou des animaux non humains. Donc je vois pas tellement comment on peut faire cohabiter les deux. Enfin, j'ai un peu l'impression que quand j'ai lu la question, c'était comment on va faire une place pour les personnes immigrées et Éric Zemmour. Et je suis en mode non, il y en a juste un qu'il faut éliminer quoi. Donc voilà, moi je dirais pas de technologie au sens ce terme-là de accepter les techniques démocratiques, mais pas les technologies. Corianne, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Je viens laisser la parole à d'autres parce que j'ai beaucoup parlé. Est-ce qu'une personne veut rebondir sur cette question, sur ce qui a été dit? Personne ne lève la main quand même. Et Philippe et Javel se sont exprimés, donc si ça peut être très court ou si tu veux juste pas répondre, c'est aussi possible. Je veux conclure. Je vais déposer du coup un lien à créer entre nos imaginaires et l'émerveillement, effectivement, la notion de contemplation, de compréhension de ce qui nous entoure. Une conscience et un imaginaire à développer en commun et avec soi-même. Est-ce qu'une personne veut ajouter quelque chose? Ouais. Moi, je proposerais bien apprendre à filtrer l'eau à l'échelle locale. Parce que, à cause des microplastiques et des polluants éternels,
l'eau de pluie n'est plus évaluée comme propre à la consommation depuis 2022. Et que si on veut ne pas dépendre des canalisations, donc pouvoir boire à l'échelle locale, on aura besoin de filtrer la rosée. Voilà, j'ai dit. Merci. Ok, eh bien si personne n'a autre chose à ajouter, on est à la fin de notre table ronde. En tout cas, je remercie toutes les intervenantes et les personnes qui ont pris aussi part dans le public. C'est vraiment ce ne sont que des débuts de réflexion et d'échange et de dialogue à ces sujets, mais qui me semblent et nous semblent, en tout cas pour le groupe du Mal-Ouestan, vraiment essentiels pour tenter de prendre des directions qui sont le plus cohérent possible pour ce qu'on envisage dans l'avenir. Et de ça, il faut absolument, pour nous, faire dialoguer différentes visions pour réussir à trouver la formule la plus pertinente. Donc merci à tous d'avoir contribué à ça. Et j'ai hâte d'assister aux prochains échanges, aux prochaines tables rondes. Et voilà, c'est la fin de cette journée. Un repas nous attend. Et une seconde édition de Jam ce soir. Merci beaucoup Coriandre d'avoir fait acte de présence par téléphone à distance. Franchement, c'est trop cool que tu aies pu contribuer à ce point aux tables rondes, malgré qu'il y a eu pas mal de choses qui ont court-circuité un peu ta venue. Mais en tout cas, merci beaucoup.